Installez s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Anne-Sophie Lamblin-Gourdin, je suis doyen de la faculté de droit, sciences économiques et de gestion et je vous souhaite la bienvenue dans ces bâtiments où nous offrons une formation en droit, en sciences économiques et en gestion. Alors peut-être que certains d'entre vous étaient déjà là ce matin lorsque les travaux ont débuté à 9h30. Donc je vous remercie d'être toujours présent, ça veut dire que l'événement suscite votre intérêt ou au moins celui de l'établissement dans lequel vous êtes inscrit. Je souhaite la bienvenue aux autres, ceux qui sont arrivés en cours de route. Et comme je l'exposais ce matin, je suis particulièrement satisfaite que cet événement se tienne dans les locaux de la faculté de droit, sciences économiques et de gestion, puisque ce sont des formations qui nécessitent le suivi de l'actualité locale, nationale, internationale. Et parmi les compétences que nous avons identifiées comme étant celles requises de la part des lycéens qui veulent accéder à une licence en droit, en sciences économiques ou en gestion, mais aussi parmi les compétences auxquelles on forme ces lycéens devenus étudiants dans le cadre de la licence, eh bien figure justement le suivi de l'actualité, la curiosité intellectuelle et l'information dispensée par les médias est bien évidemment très utile à la fois à la formation mais aussi à votre statut de futur citoyen. On est très attentif aussi à cela. Les études, c'est pas simplement une perspective utilitariste, mais c'est aussi forger un esprit critique, une curiosité intellectuelle pour faire de vous des acteurs citoyens éclairés et avertis. Mais ce lien entre formation et information, eh bien, il est de plus en plus dense, mais aussi de plus en plus compliqué à assurer. Il y a une offre d'informations qui est extrêmement diverse aujourd'hui. L'information délivrée par la presse classique, encore hebdomadaire, quotidienne, mensuelle, spécialiste, non spécialiste, donc il y a déjà une profusion. Vous avez l'information délivrée par les médias télévisuels, radio, l'information délivrée par les établissements, que sont les musées, que sont les salles d'archives, et de plus en plus l'information délivrée par les réseaux. Et c'est justement l'objet de cette présentation de l'après-midi, de cette conférence. Les réseaux qui sont une source d'information utile, mais qui peuvent aussi être une source d'information difficile à gérer. Et ce qu'on attend des citoyens, ce qu'on attend des étudiants, c'est qu'ils soient capables de sélectionner les informations, d'apprécier leur pertinence, de s'interroger sur leur fiabilité, pour justement être en mesure de séparer l'information utile et que l'on peut effectivement exploiter, sur laquelle on peut s'appuyer, de celle qui l'est moins. Et parmi ces informations qui sont moins pertinentes, voire même à écarter, figurent tout ce qu'on appelle les fake news, mais aussi tous ces dispositifs qui s'apparentent à de la propagande. Donc je pense que c'est l'objet de cette intervention de cet après-midi, que de vous alerter sur les risques de cette diffusion d'informations et sur la difficulté qu'il y a à l'identifier. Et donc je remercie Madame d'avoir accepté de venir ici à DSEG dans le cadre de cette manifestation organisée donc par l'association Entreprendre en Pays de Vannes. Je remercie les organisateurs pour cette initiative et j'espère que cette conférence, ce sera aussi l'occasion d'échanges parce qu'on apprend tout autant en écoutant qu'en discutant avec ceux qui maîtrisent un certain nombre d'éléments d'information. Donc je pourrais malheureusement pas rester cet après-midi parmi vous parce que je repars en cours dans quelques minutes, mais en tout état de cause, eh bien j'espère que ce premier contact avec la faculté vous aura à minima éclairé, informé, et je vous souhaite une bonne après-midi. Merci. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Jean-Marc Bienvenu, je représente l'association Pays de Vannes Territoire Apprenant. Cette association organise actuellement un événement qu'on appelle la fête des apprentissages. Alors je ne dis pas la fête de l'apprentissage, je dis bien la fête des apprentissages.
Les apprentissages, c'est le fait d'apprendre, mais d'apprendre tout au long de sa vie. Vous êtes, pour beaucoup d'entre vous ici, en formation initiale, et encore avec un parcours devant vous, je le souhaite encore assez long et convaincu et énergique, mais je vous l'annonce tout de suite, vous aurez à vous former tout au long de la vie. Vous aurez à vous former en formation initiale, vous aurez à vous former en formation continue quand vous serez dans des entreprises, et les métiers changent en permanence et changeront encore plus en permanence, et vous continuerez à vous former même quand vous serez senior, quand vous serez à la retraite, puisque se former, c'est apprendre, et on apprend tout au long de la vie. Alors, c'est le but de la fête des apprentissages que nous organisons donc pour la première fois cette année, c'est de promouvoir toutes les occasions d'apprendre, et je dirais le plaisir d'apprendre. Et ça s'acquiert tout le temps, le plaisir d'apprendre. Puisque je vous dis, quand vous aurez terminé vos études, ce sera que un bout de vos apprentissages. Bien, donc cette fête des apprentissages, c'est dans ce but-là qu'elle a été prévue et organisée, avec plusieurs moments phares, dont un moment phare organisé aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle l'éducation aux médias et à l'information. Vous êtes de la génération numérique. Les informations maintenant, elles arrivent par flot, par quantité extrêmement importante, par les réseaux sociaux, mais enfin, globalement tout le temps, partout. Bon. Et il faut donc, pour être un citoyen, je dis pas pour être un élève, un étudiant, pour être un citoyen, il faut être capable de maîtriser tous ces flux d'informations, de trouver, de trier, d'aller chercher ce dont vous avez besoin. Hein? Vous avez l'impression que tout arrive vers vous, mais en fait, il faudra que vous soyez capable d'aller chercher. Hein? Et ça, c'est ce qu'on appelle la citoyenneté numérique. Et donc, la journée aujourd'hui a été organisée autour de l'éducation aux médias et à l'information. Donc ce matin, donc il y a déjà eu avec le partenariat avec le journal Le Télégramme, quand la presse locale se pose ces questions-là, c'est parce qu'eux se la posent aussi. Hein. Ils sont de la façon abreuvés d'énormément d'informations qu'il faut qu'ils remettent à disposition. Cet après-midi, donc avec donc la conférence, avec l'expérience proposée par la CAF. Je vous dis simplement que vous faites partie donc de la première journée OMI, éducation, métier à l'information, mais qu'on la revoit régulièrement, parce que ça nous semble très important de participer à former les jeunes, mais pas que les jeunes, tout le monde à se situer, maîtriser, aller chercher la bonne information et également découvrir et je dirais contrecarrer les flots de fausses nouvelles qui peuvent arriver en permanence. Donc voilà pour mon propos. Je vous souhaite donc une après-midi intéressante. Bonjour. On va pouvoir commencer cette conférence par l'intervention de la CAF, qui va vous expliquer en fin de compte ce que sont les premières lunettes. Il me semble qu'elle va vous proposer une petite vidéo pour expliquer un petit peu ce qu'il en est. Ensuite, Kylian est déjà arrivé, Arnaud aussi. Kylian qui est rédacteur en chef du mensuel. Voilà, c'est bien ça. Chef de l'action du Télégramme ici en Rennes, intervenant dans l'instant longtemps, et l'idée c'est qu'on soit vraiment sur un programme interactif. L'idée c'est que si cette conférence ait du sens, il faut que du coup vous soyez aussi acteurs de cette conférence par vos questions. Voilà. Je vais passer la parole à Claude. Donc, bonjour à tous.
Je me présente, je suis Chloé Lebert, je travaille à la CAF du Morbihan, donc pas du tout du côté de tout ce qui est prestations, mais vraiment du côté de l'offre partenariale. Et en fait, je travaille notamment avec les acteurs jeunesse et les professionnels de la jeunesse, donc notamment les 12 qui travaillent auprès des jeunes de 12 à 25 ans. Et là, ce que je vais vous présenter, c'est un des projets que je coordonne, qui s'appelle les Promeneurs du Net. En dehors des Promeneurs du Net, ce sont des professionnels donc, qui interviennent auprès des jeunes de notamment 12 à 17 ans, dans les associations, les espaces jeunes, les bureaux de formation jeunesse, les jeunes travailleurs, donc pour les jeunes plutôt un petit peu plus jeunes que vous, et qui sont en fait présents sur les réseaux sociaux pour accompagner les jeunes, leur permettre d'avoir en fait un regard un peu distancié sur l'actualité, d'échanger avec eux via les réseaux sociaux. Donc je vais vous présenter une toute petite vidéo qui vous montre très concrètement le fonctionnement du projet. Et il ne faudra pas hésiter à poser vos questions ensuite. Ce qui me plaît sur Facebook, c'est le partage de la vie, enfin de vie des personnes. Faire partie d'une communauté, c'est vraiment intéressant. On peut échanger sur les mêmes sujets, on a les mêmes passions. J'aime bien parce que ça fait découvrir aux gens un peu notre personnalité, puis ça permet de découvrir d'autres personnes. Échanger avec ses amis sur les réseaux sociaux, c'est juste une évidence pour les jeunes. C'est pourquoi la Caisse nationale d'allocation familiale et les CAF ont lancé les Promeneurs du Net pour permettre aux professionnels de la jeunesse d'accompagner les jeunes aussi dans les rues numériques. Là, je pense qu'aujourd'hui, il faut se promener dans les rues numériques pour voir d'abord ce que les jeunes aiment, ce qu'ils apprécient, ce qu'ils attendent aussi de la vie, les difficultés qu'ils rencontrent, et que nous utilisions aussi tout le ressenti, tout ce qui s'exprime à travers ces réseaux sociaux pour apporter une véritable réponse politique. Pour moi, l'animateur doit avoir un rôle de médiation sur son territoire. La médiation, vieille école, on va dire, c'est aller dans la rue, c'est prendre un vélo, aller rencontrer des jeunes. On le fait toujours. Maintenant, il y a des nouveaux outils qui permettent aussi d'aller à la rencontre. C'est plus virtuel, mais on va à la rencontre des jeunes. On organise un gros forum au mois de mars sur l'alternance et c'est vrai que via Facebook, on a pu avoir des questions. Est-ce que telle entreprise sera là, quelles sont les offres concrètes, etc. Donc c'est vrai que ça peut permettre un échange plus rapide, plus direct, à des heures aussi différentes, des personnes qui ne peuvent pas forcément se déplacer. Plusieurs détonations d'abord. Au mois de novembre, suite aux événements parisiens, je me suis connecté tout de suite sur le profil, voir les réactions, les questionnements, ce qui permet de donner un moment, du moins d'orienter vers une source vue comme fiable. Dans mes échanges avec les jeunes, on parle souvent de leur orientation scolaire et de leurs difficultés à l'école, parfois de leur ennui ou d'un souci qu'ils ont eu avec des amis, des disputes. Donc on est là pour les écouter et leur apporter des conseils, voire de les inviter à rejoindre le centre social pour parler en face à face s'il y a besoin. Tous les professionnels de la jeunesse peuvent devenir promeneurs du net. La phase de déploiement a commencé, la dynamique est lancée. Je ne sais pas s'il y a peut-être des questions, des premières réactions par rapport à cela. Est-ce que vous avez pu voir? Si ça vous paraît clair. Oui. Non, c'est tous des salariés. L'idée, c'est vraiment pas, c'est pas un bon métier. Ils sont, avant les Promeneurs du Net, en fait, ils sont professionnels de la jeunesse. Au contraire, on n'accepte pas en fait les bénévoles parce que mon travail justement, c'est de leur permettre d'avoir des formations pour bien travailler en tant que professionnels sur les réseaux sociaux. Juste avant,
En fait, là, c'est vrai que c'est plutôt en priorité aux 12-17 ans, et les professionnels se rendent compte que des fois, dès 9 ans, les jeunes, ils ont une chaîne YouTube que leurs parents savent pas forcément, et du coup, quand ils voient qu'il y a des situations pour les plus jeunes, ils interviennent quand même auprès des plus jeunes. Là, les centres de loisirs, parfois, oui. Oui, ça se peut que ça intervienne plus tôt, vu qu'on voit que les jeunes ont des smartphones et des comptes sur les réseaux sociaux de plus en plus tôt, donc on s'adapte en fait aux évolutions des jeunes, en fait, à leurs pratiques. Bonjour, Arnaud Morvan, de la rédaction du Télégramme. J'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire et de montrer. Moi, je perçois un gros message de vigilance derrière tout ça. Et ce message de vigilance, eh bien, j'ai envie de dire qu'au quotidien, les journalistes sont censés se l'administrer pour pas écrire ou diffuser n'importe quoi, et pour pas que vous, en qualité de consommateur, d'usager de l'info, vous ne soyez abusé. Donc tout ça nous amène à une question un peu fondamentale, et tu me couperas si je dis une bêtise, Kylian, c'est la question de l'info. Qu'est-ce qu'est l'info? Et son corollaire, comment distinguer, traquer, débusquer et dégommer les fake news, selon la formule du moment, ou l'infox, ça dépend. Donc j'ai envie d'évoquer juste un petit couplet de mon histoire perso. La semaine passée, j'ai deux collégiennes et qui sont rentrées du collège hilar, et elles m'évoquaient un truc, voilà, que bon, c'était une grosse info. Visiblement, j'avais pas tilté. Un des gilets jaunes qui s'était retrouvé éborgné cet hiver avait perdu un deuxième œil. Voilà. Elle se tenait les côtes, alors je leur ai demandé ce que ça voulait dire, d'où est-ce qu'elle le tenait. Elles ont eu toutes les peines à me le dire, mais ça circulait sur les réseaux sociaux, sur les réseaux qu'elles pratiquent avec leurs copains, leurs copines. Et bon, moi, un court instant, j'étais encore plus largué, encore plus ringard que je ne le suis en qualité de parent. Elles se moquaient de moi, mais n'étaient pas au courant, mais si. Et puis je leur ai demandé ce qu'on se demande un petit peu tous les jours, nous autres au travail. D'où venait son info, et est-ce qu'elle avait pris la peine d'essayer de vérifier si c'était pas n'importe quoi? Eh bien, elles ont donc vérifié, et total, c'était du grand n'importe quoi. Donc, cet environnement-là, pollué par des petits malins sur le net ou des grands manipulateurs, c'est un peu le lot commun des journalistes, des centres qui font de la prévention, et c'est quelque chose d'éminemment passionnant, mais c'est extrêmement engageant, puisque ça veut dire que plus que jamais, les uns les autres, nous devons faire un boulot sérieux pour pas nous retrouver baladés. Des exemples où on se retrouve baladés, nous on en a plein, tu pourras sûrement nous en donner, Kylian. Moi j'en ai relevé trois exemples ces derniers jours dans les journaux. Le premier, est-ce que ça vous dit quelque chose, Soisy-Korn? C'est normal, vous n'êtes pas aussi vieux que nous, mais Soisy-Korn, c'était une des prêtresses de la télé pour enfants dans les années 80. Elle a devancé Dorothée. La Dorothée, ça vous parle peut-être? Voilà. Et donc Soisy-Korn, dont on a donné des nouvelles dans nos colonnes les jours passés, racontait une histoire qui l'avait sérieusement ébranlée. C'est qu'en 2014, alors qu'elle souffrait d'un cancer, elle a été donnée pour morte par les médias. Bon, ça a été lancé et ça a fait une traînée de poudre suite à un programme de Laurent Ruquier, un programme que je n'ai pas vu, je ne fais que vous rapporter ce que j'ai lu, et c'est Soisy-Korn elle-même qui nous rafraîchit la mémoire. Un moment de grande écoute, une info bidon, et puis à partir de là, les réseaux s'en emparent, et Soisy-Korn apprend, malgré elle, qu'elle est morte. Donc ça fait un petit choc. Après, je vous laisse imaginer dans quel état d'esprit on peut se retrouver quand on est dans une santé vacillante. Donc bref, voilà, c'est un exemple un peu ordinaire d'une pratique un peu hasardeuse. C'est un petit peu l'homme qui a vu l'homme. On balance une bêtise sur un programme très suivi, et puis ça flambe.
des bêtises à la télé, on en voit, mais il n'y a pas que la télé, il y a aussi sur le net. La semaine passée, je me suis retrouvé vers 23 h à surveiller mon compte Twitter et puis les infos qui tombaient, et je suis tombé sur une info, une breaking news qui venait du compte Twitter d'une journaliste très en vue qui est à la Maison Blanche toute l'année. Elle a eu une grande carrière aux États-Unis avant de faire un petit bout de chemin avec Macron. Et cette journaliste a tweeté sur la mort de Clint Eastwood. Alors moi, Clint Eastwood, bon, là encore, j'accuse mon âge, mais bon, c'est une référence. Donc ça me fout un coup au cœur, et qu'est-ce que je fais? Je me dis, c'est dingue, dans quelles circonstances? Je ne savais pas qu'il était si vieillissant que ça, même s'il a déjà un bel âge. Et puis je cherche, et je ne trouve aucune autre occurrence que celle ramenant à son tweet, lui-même tweetant sur une source que je trouvais assez vaseuse. Et finalement, une demi-heure, 3/4 d'heure plus tard, eh bien, il y a eu un démenti, où finalement cette journaliste-là, de manière assez habile, a expliqué à tous les internautes qui la suivaient, attention, il y a une rumeur donnant la mort de Clint Eastwood qui circule, gardez-vous-en. Donc voilà, deuxième exemple très ordinaire, et puis qui malgré tout inquiète. À chaque fois, on se précipite pour essayer d'annoncer le pire, rarement le meilleur. Mais bon, ça questionne. Et un troisième épisode, là, plus en proximité. Alors, je ne vais pas faire que dober sur les autres médias et ces autres journaux qui travaillent mal. Mais on peut tous être victime d'un abus, d'un gros fiefé mensonge. Notre journal a été confronté à une fake news bien organisée la semaine dernière. Et on s'est fait d'autant plus facilement abuser que l'instigateur de cette fake news était un élu en Côte d'Armor. Il y a de cela quelques semaines maintenant, on annonçait une bien belle histoire, une boîte découverte avec une correspondance à l'intérieur. Cette correspondance, c'était une correspondance amoureuse, si ma mémoire est bonne. Elle remontait à l'occupation, donc ça datait de la Seconde Guerre mondiale. Et en plus de cette correspondance, il y avait un trésor, un magot. Alors je suis incapable de vous dire, je ne me rappelle plus si on avait évalué le montant de ce trésor, mais on en a parlé sur la foi d'un élu, le maire de la commune, qui nous racontait la main sur le cœur que oui, quelque chose d'improbable et d'assez heureux peut-être était arrivé par chez lui. Et au final, sur la base de son témoignage, de son entourage, des copies des lettres que nous avions, on pensait que l'info était digne de foi et que c'était pas des carabistouilles, si on passe l'expression. Eh bien, il s'est avéré que c'était du pipeau intégral et qu'au final, cet élu dans sa commune s'est dit que ça pouvait être un bon moyen de faire parler de son coin et d'attirer l'attention. Alors, si l'idée de faire bouger dans sa campagne est une idée forcément très louable, le canal utilisé, la méthode, finalement, est venu nourrir une espèce de défiance qu'il peut y avoir envers les sources officielles et nous a ramené à notre simple condition. Et on s'est rendu compte que, à trop vouloir croire des gens dignes de foi, on pouvait des fois avoir un niveau de vigilance qui s'abaissait. Donc on s'est fait avoir, on en était très colère, pas pas tant pour nous, parce que se tromper, c'est dans l'exercice du métier. En revanche, abuser des lecteurs, des internautes, de manière aussi grossière, ça bouscule. Donc voilà un troisième exemple d'un Fox finalement qui nous oblige, voilà, avec des épisodes comme cela, on se doit de penser à la fois suivante, comment ne pas tomber dans un piège, comment ne pas se laisser griser et puis emporter par une envie de sortir précipitamment une info. Ça fait vraiment partie des questions essentielles qui doivent nous habiter au quotidien si on ne veut pas trop se planter. Et des épisodes comme ça, je pourrais vous en raconter plein, je vais arrêter de monopoliser le micro, mais je pense qu'on vous a expliqué lors de vos cours d'histoire ce qui était arrivé au moment du décès d'Hitler.
Moi j'ai souvenir qu'on nous racontait qu'à l'époque, il y avait eu un sacré tapage. Bon, on a su comment ça a été organisé après, mais on annonçait que finalement Hitler n'était pas mort. Hitler était parti, il s'était exilé comme certains hiérarques de l'armée allemande dans des pays d'Amérique latine. Ouais. C'était du bidon. Ça avait été orchestré, impulsé, nourri par Staline, et qui avait tout intérêt pour. Et au final, ça date pas d'hier, le principe de la fake news. Hein, je pense que l'affaire Dreyfus en était une aussi, quelque part. Voilà. On a ça dans notre patrimoine depuis que l'homme est homme et que l'information se partage. Eh bien, il faut faire gaffe. Et aujourd'hui, peut-être plus qu'hier, puisque les nouvelles technologies poussent la profession dans ses retranchements. Donc, à nous de développer une vigilance accrue, de s'y mettre à plusieurs. Et puis à vous aussi, à votre échelle, en qualité de lecteur, de consommateur d'informations, d'exercer au maximum votre esprit critique pour ne pas aussi nourrir cette espèce d'hydre-là qui finalement n'aime rien moins que d'avoir des consommateurs crédules qui imagineraient que finalement ce qui est flatteur à l'oreille est forcément la vérité vraie. Mais moi j'arrête là puisque je prends beaucoup de temps. Mais n'hésitez pas à nous couper aussi quand on intervient, puisque c'est vos questions qui doivent nourrir les choses. Merci Arnaud, moi je m'appelle Kylian, je travaille avec Arnaud, donc je suis à la rédaction en chef du mensuel du Morbihan, je travaille pour le groupe Telegram. Nous, notre travail, c'est d'approfondir l'actualité et par rapport aux fake news, ce qu'Arnaud donnait, l'intérêt d'avoir un temps un petit peu plus long, on est constitué en petite cellule un petit peu d'enquête, c'est aussi justement de prendre du recul sur les informations qui tombent tous les jours sur les réseaux sociaux, qui tombent tous les jours dans les boîtes mail, on est extrêmement sollicité, et de s'arrêter et d'essayer vraiment d'approfondir les sujets et d'aller justement essayer de démêler le vrai du faux, ce qui n'est pas toujours évident. Parce qu'on parle beaucoup de fake news, donc là, les fake news, c'est quelque chose vraiment de particulier, parce que la plupart des fake news sont faites pour servir un dessein. Alors ça peut être pour s'amuser, ça peut être pour se faire connaître, comme le cas du maire dans les Côtes d'Armor, mais ça peut être aussi clairement pour manipuler les gens et pour faire passer des idées. Et pourquoi pas plus loin, si on va plus loin avec le phénomène notamment Trump, ça peut être aussi pour manipuler des opinions publiques à des fins électorales ou à des fins de marketing, également pour vous vendre des produits. Donc c'est quelque chose qui est important. C'est vrai que dans nos métiers en qualité de journaliste, on commence à appréhender à travers des techniques des moyens pour essayer de contrecarrer ce phénomène-là et essayer justement d'être en permanence à s'interroger, à vérifier les sources de l'information, à recouper les informations. Mais il est essentiel que nos lecteurs, le public en général, vous les jeunes, enfin tout le monde, en fait, ait conscience de la difficulté de l'exercice et être conscience que vous êtes et vous serez tout au long de votre vie la cible de tentatives en fait de manipulation qui soit, encore une fois, ça peut être pour s'amuser. On va raconter des âneries sur le camarade de classe, ça peut, le cas échéant, tourner en mode harcèlement, on connaît ça maintenant, le harcèlement scolaire, mais ça peut être également, je vous dis, à des fins essentiellement de marketing, pour faire passer des idées, pour vous faire acheter des produits, pour faire croire à un certain nombre de choses, et ça peut être également sur des manipulations qui vont encore plus loin, là, pour le coup, sur l'aspect géopolitique, avec, pourquoi pas, des manipulations qui interviennent lors des campagnes électorales. Donc moi, la première question que je voulais vous poser, c'était de savoir si vous savez, vous, ce que c'est qu'une information, parce qu'on n'arrête pas de parler de ça, c'est un peu la base. Est-ce que vous êtes en capacité de me dire ce qu'est une information à votre niveau? S'il y a quelqu'un qui veut se lancer. Il faut pas avoir peur, parce que c'est la plus dure des questions. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une information? Oui, alors c'est quoi? C'est un fait qui est donné, simplement. On va parler de quelque chose qui se passe, un fait qui est donné. Il s'est passé ça, voilà. C'est une information. D'accord. Donc on parle bien d'un fait.
déjà, c'est le premier élément, c'est-à-dire que ce qui est factuel, c'est quelque chose qui s'inscrit dans un lieu donné, à un temps donné, avec le cas échéant des témoins donnés, et puis quelque chose qui est susceptible aussi d'être expliqué avec un mobile. Là. Pourquoi? Nous, on appelle ça, c'est la règle des 5 W chez nous. Donc c'est le où, quand, le comment, le quoi et le pourquoi. La première chose qu'il faut savoir pour qualifier, caractériser une information... Ouais, alors... Où, quand, quoi, pourquoi? Où, quand, quoi, comment? Et qui. En fait, c'est 5W parce que c'est en anglais. Donc la première chose à faire quand vous êtes face à une information, c'est d'être en capacité de la caractériser, cette information. Donc d'être en capacité de la situer dans un espace donné. La situer dans un espace donné, c'est-à-dire voilà, répondre aux 5 questions qu'on vient de poser. Déjà, s'il vous manque l'un de ces éléments-là, c'est bizarre. Voilà. Après, ce qui est très important aussi, c'est la notion de source de l'information. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une source? D'où ça vient? Alors par exemple, tu peux me citer une source? Alors ça, les réseaux sociaux, c'est pas une source. Les réseaux sociaux, c'est le média qui va... Ouais, le réseau social, c'est important, c'est le média, c'est le vecteur. C'est ce qui va permettre de partager l'information. C'est ce qui va permettre de la véhiculer. Mais c'est pas forcément la source de l'information. La source, ça peut être par exemple les attachés de presse du président. Voilà. C'est ça, exactement. Une source, c'est un émetteur. C'est quelqu'un qui normalement a quelqu'un ou un organisme, hein, d'ailleurs, ça peut être qui est susceptible d'avoir des informations sur le sujet donné. Je prends un exemple. Tu m'arrêtes hein, Ah non, mais jusqu'ici. Parce que là, je suis petit. Là. Eh ben, vas-y. Je prends un exemple. Par exemple, si vous entendez qu'il y a un attentat qui est en cours, une attaque terroriste qui est en cours dans une ville donnée. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme source crédible pour caractériser cette information et être en capacité de donner cette information? Des photos ou des vidéos? Ouais. Des témoins. Le cas échéant, le préfet, donc je reprends pour ceux qui n'entendent pas, donc là, on est face à une source institutionnelle avec le préfet qui est quand même le responsable des services de sécurité et de secours locaux, parce que c'est lui en fait qui est en charge de ça, donc là, effectivement, on est aussi face à une source. Alors là, c'est pareil, il y a à nouveau il y a encore une confusion, ce que tu fais, c'est une confusion. BFM Télé, c'est le média, c'est pas forcément la source. Hein. Le média, c'est le vecteur, c'est ce qui va permettre de transporter l'information entre ce qui s'est passé et le grand public. Alors effectivement, BFM Télé, malgré on va dire, une réputation ambivalente, peut être considérée comme une source dans la mesure où, logiquement, elle a des journalistes à l'interne qui sont en situation de trier l'information, donc de vérifier l'information. Ce qui peut se passer, par exemple, si on reprend sur le cas d'une attaque terroriste, effectivement, la plupart du temps, on a des témoignages qui émergent sur les réseaux sociaux. Voilà. Et ça peut être, le cas échéant, soit des témoignages des gens qui racontent ce qu'ils sont en train de voir, parce qu'on est dans l'instantanéité, on est sur quelque chose qui est en train de se dérouler. Donc, ça sort souvent sur les réseaux sociaux. Le cas échéant, c'est amené avec des vidéos et des images. Les journalistes que nous sommes, on a des veilles actives sur les réseaux sociaux et on voit d'un seul coup sortir « Ah bah tiens, attaque en cours, qu'est-ce qu'on a eu comme attaque en cours à la préfecture de police, par exemple, la semaine dernière. » Voilà. Dans ces cas-là, les journalistes doivent, dans un premier temps, avant de reprendre l'information qu'ils ont vue circuler sur les réseaux sociaux à travers des témoins, ils doivent faire ce qu'on appelle une vérification, un recoupement. Donc dans ces cas-là, on doit appeler les services qui sont aptes à répondre à la question. Donc là, si on prend toujours l'exemple sur l'attaque en cours à la préfecture de police, ben le mieux c'est d'appeler le préfet de police. Le cabinet du préfet
ou le ministère de l'Intérieur, ou des sources, des sources institutionnelles qui vont pouvoir nous dire oui ou non, est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose à la préfecture de police? Est-ce qu'on a effectivement quelque chose qui est en cours? Et à partir de là, on va envoyer des équipes sur place aussi pour nourrir les témoignages et aller faire faire le travail directement sur le terrain de recueil d'informations et de recueil de matière pour nous permettre d'informer. Je te coupe un instant, Kylian. C'est un point de départ qui est hyper important dans notre travail. Plutôt que de chercher à être le premier en toutes circonstances, il vaut mieux chercher à être le plus juste. Ça paraît tout bête à dire comme ça, mais c'est pourtant un des piliers de nos métiers et surtout un gage de confiance pour l'avenir. Je vais vous prendre un exemple. Il y a une quinzaine de jours, un avion, un F-16 belge, s'est crashé à Pluvigné. Ça vous parle peut-être? Voilà. Bon, alors ça a failli être un drame, c'était un fait divers assez spectaculaire, assez exceptionnel. L'affaire se passe vers 10h30 un matin et tout de suite, nous, on a su qu'il s'était passé quelque chose de grave. On n'avait pas encore qualifié les informations. On n'avait qu'une à deux sources, mais elles n'étaient pas suffisamment probantes pour qu'on donne quelque chose. On a attendu quelques minutes. Et puis l'info est sortie avec un autre média, et très vite, cet autre média a annoncé qu'il y avait un décès. Un des pilotes était décédé. Bon, autant vous dire que nous, on n'a rien produit de tel parce qu'on n'avait pas ces infos. À contrario, on avait même des éléments qui nous laissaient penser qu'il n'y avait pas eu de victime. Donc tout ça pour vous dire qu'un autre média qui, sans doute avec tout son cœur, toute son énergie, a pensé bien faire son travail, mais a sans doute raté quelque chose, un épisode dans sa recherche d'information, parce qu'il a produit une bêtise. Ce qui se passe, c'est que quand il y a une bêtise qui surgit comme ça sur le web, un tas d'autres supports, parce que j'ai pas envie de les qualifier de médias, en tout cas pas en qualité de médias sérieux, ont tendance à se nourrir de ces bêtises et ça fait boule de neige. Et finalement, vous vous retrouvez avec un flot extrêmement puissant d'informations qui vous disent un truc, mais c'est faux. Ils ont juste pour eux d'être en meute, et d'un coup d'un seul, ils occupent tout l'espace, toute la toile. Pour autant, c'est eux qui ont tort. Donc voilà, la question de la vigilance, on recueille, on obtient une info, tout de suite, il faut être en mesure d'aller recouper cette information. Et là, c'était peut-être une question que tu avais soulevée. Une fois qu'on a déterminé qu'est-ce que c'est une info, quelles sont les sources potentielles, à partir de quand on se sent légitime à produire l'info? D'après vous, dans la profession, dans le métier du journalisme, à partir de combien de sources on se sent légitime à penser qu'on est à peu près dans le vrai? Ouais, bingo, c'est ça. Alors, 3, c'est un minimum. Hein. Je ne sais pas, il y a des médias qui se fixent davantage. Après, c'est le degré de gravité d'un fait qui fait que l'on est encore plus exigeant, plus ça brûle, et bien plus on se doit de mettre en place des pare-feux et puis d'être extrêmement exigeant sur la qualité des infos qu'on recueille ou qu'on reçoit. Donc effectivement, en temps ordinaire, si quelqu'un nous dit quelque chose et qu'on arrive par trois sources différentes à obtenir le même écho, on considère que on touche quelque chose de tangible. Pour autant, il peut arriver que malgré ces trois sources, ces recoupements, on peut encore se tromper. Mais quand on a fait ce travail de préalable, on se met déjà à l'abri. En tout cas, on ne peut pas nous taxer d'avoir fait preuve d'extrême légèreté. Voilà. Après, moi, ce que je voudrais ajouter aussi, c'est de toute façon, sachez que l'information en soi, d'une manière générale, la fiabilité rime rarement avec la notion d'instantanéité. Voilà. Vous allez aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous avez une information en continu. Vous suivez l'événement minute par minute.
Et le temps, c'est pas compatible forcément avec le temps de la fiabilité. On l'a bien vu, notamment sur Lubrizol, avec l'incendie qu'il y a eu à Rouen. Évidemment, c'est un événement qui est traumatisant pour les populations. Il est naturel que les populations se posent des questions, parce qu'il y a une vraie angoisse. Maintenant, il est clair aussi qu'en face, pour avoir des réponses fiables à apporter aux questions qui sont posées, qui sont des questions complexes, ça nécessite d'avoir du temps, ne serait-ce que pour produire, là en l'occurrence pour le Lubrizol, il faut produire des analyses scientifiques, il faut quand même faire des relevés, il faut une méthodologie, etc. Donc il est clair que on ne peut pas avoir un fait, les questions, avoir le fait exactement précis et dans le quart d'heure savoir quelles sont les conséquences du fait dont on ne connaît même pas exactement la teneur. Donc il faut savoir accepter ça. C'est vrai que c'est pas évident à l'ère du tout numérique, les réseaux sociaux, l'instantanéité, etc. Mais il faut bien savoir que c'est très très compliqué d'allier fiabilité et instantanéité. C'est pour ça que les médias doivent avoir ce travail-là de vérification par rapport aux réseaux sociaux, etc., et de retenue de l'information à partir du moment où c'est pas fiable. Il vaut mieux qu'on soit un petit peu à la bourre sur le concurrent plutôt que de raconter des âneries. Mais il faut aussi que les lecteurs, que le public en général, soient conscients qu'on ne peut pas tout avoir tout de suite et que le temps de l'instantanéité, encore une fois, n'est pas compatible avec la fiabilité. Les choses évoluent et c'est vrai qu'il y a vraiment cette question-là. Le temps, en règle générale, sert la fiabilité. Nous, aux qualités de journalistes, il nous faut aussi du temps pour appréhender le fait, pour poser les questions, vérifier tout ce que ça implique, et puis derrière, pour pouvoir produire les conséquences, avoir de l'analyse sur les événements, avoir du recul, etc. Donc il faut en être conscient, il faut l'accepter, et c'est logique. Et à partir de là, voilà, il faut être, d'une manière générale, prudent. Voilà. Vous êtes face à une information, vous regardez la source, vous recoupez, comme dit Arnaud, c'est un travail que vous pouvez faire derrière votre ordinateur. Hein, tiens, BFM dit ça. Bah tiens, je vais aller sur le site dumonde.fr par exemple, parce que bon, voilà, c'est un site qui est relativement fiable. Ah, tiens, ils disent à peu près la même chose. Et puis vous allez faire un troisième média. Tiens, ils disent ça aussi. Voilà. Allez sur des médias plutôt dits de référence. Allez chercher la notion de marque média a quand même son importance. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des médias qui font plus ou moins bien leur travail. Et on est en capacité quand même de qualifier un média sérieux d'un média qui ne l'est pas. Grâce aux marques. Voilà. Donc, bien recouper, aller chercher vos informations sur des médias qui sont connus, reconnus, recouper, aller chercher plusieurs informations, plusieurs sources différentes, plusieurs sources médiatiques. Lisez bien l'information jusqu'au bout, vous arrêtez pas au titre. Je sais que c'est fatigant de lire les 5 premières lignes de l'article, mais en règle générale, les 5 premières lignes de l'article permettent de mieux qualifier en fait ce qu'il y a dans le titre, parce qu'un titre n'est pas en soi une information. C'est une incitation à la lecture. C'est une alerte, le cas échéant, mais c'est une accroche, absolument. Mais c'est pas forcément, c'est pas dans un titre qu'on va pouvoir qualifier un fait, ça, c'est quand même compliqué. Et puis après, patienter, quoi. Voilà. Si vous êtes sur quelque chose d'important qui est en cours, il faut avoir la patience d'attendre un petit peu et de se dire que, oui, le Lubrizol, il y a un gros incendie en cours, il y a vraisemblablement de la toxicité. Mais on aura le degré de gravité de cette toxicité dans les heures, dans les jours, voire dans les semaines qui viennent. Et ça, il faut l'accepter dans un temps, parce que c'est vrai que ça peut paraître un peu délirant au regard de l'information qui nous arrive en permanence. Le fait que, voilà. C'est comme en voiture, en fait, on a des voitures qui roulent de plus en plus vite et on nous contraint à rouler de moins en moins vite sur la route. Donc ça peut parfois être un petit peu frustrant, on peut le comprendre, mais bon, c'est comme ça, quoi. Et puis il faut se figurer que l'information, c'est une sacrée coquine. L'information, déjà, elle est rarement stabilisée à l'instant T.
On peut prendre un exemple de ces derniers jours avec l'agression à la préfecture de police de Paris. Dans un premier temps, une source extrêmement qualifiée, le ministre de l'Intérieur, explique qu'a priori, il n'y a strictement rien dans la notation de l'agent et dans son environnement qui laisse à penser que ce soit une attaque d'origine terroriste. Au final, on s'aperçoit les jours suivants que des documents qui n'ont pas été écrits et une parole qui a été mal recueillie vient étayer plutôt ce scénario-là. Donc, vous voyez, on travaille sur de l'infiniment mouvant et sur du mouvant qui bouge de plus en plus vite, avec un degré d'attente de plus en plus accru, un degré d'attente des internautes, des lecteurs, des gens devant leur télé, et quelque part un irrépressible besoin ou envie de la part des médias de venir nourrir ces attentes, et quitte quelque part à dérouler un tapis et se prendre les pieds dedans. Donc on est là dans des impératifs un peu paradoxaux, dont chacun a peut-être la parade à son niveau, vous en qualité de consommateur d'information, nous en qualité de producteurs. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui on est dans un environnement multimédia qui bouge et qui va très vite. Tout à l'heure je vous renvoyais à l'histoire avec 2-3 épisodes connus de tous. Moi, je me suis retrouvé il y a quelques années frotté à une fake news. Alors, il n'y avait pas d'intention délibérée de nuire et ça ne profitait au final pas à grand monde, mais dans le cadre d'un travail de recherche, je travaillais sur la guerre 14-18 des poilus et j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui était une fille de poilu et son papa qui avait donc passé pas mal de temps dans les tranchées avait un trésor de guerre qui était une flopée de photos prises au front. Il faut savoir qu'à l'époque, pendant la guerre de 14, il était interdit de prendre des images au front. La censure s'exerçait. Bon, malgré cela, il y a eu des photos prises par des poilus qui, en douce, arrivaient à prendre des images. Et donc il y a ce trésor familial là, qui dort. Et elle me le montre. C'est assez épatant de voir d'un seul tenant. Il y avait plus de 200 photos. Alors en échangeant avec elle, j'apprends que ces images-là, une partie d'entre elles avait été confiée aux archives départementales des Côtes-d'Armor afin d'exposition, une exposition qui a circulé déjà au sein des archives et ensuite au sein de tous les établissements du secondaire du département des Côtes-d'Armor. Une expo référence qui expliquait l'enfer des tranchées vu à hauteur d'homme, l'œil d'un de nos costarmoricains. Et ce trésor d'images était à ce point-là éloquent que les historiens bretons, avec 2 éminents universitaires, se sont penchés sur ce trésor et on en fait la relation dans un ouvrage qui racontait 14-18, la guerre des Bretons. Ouvrage très sérieux avec des universitaires de grande qualité. Et il se trouve que, un peu par hasard, un peu, comment vous dire, peut-être parce que c'est une espèce de déformation naturelle et professionnelle, j'ai fait des recherches icono sur l'époque et je cherchais sur le net et dans d'autres bouquins traces d'évocations qui racontaient la vie de ce régiment où était ce poilu. Et j'avais envie d'étoffer ce fonds d'archives. Et puis au détour d'un bouquin, je reste un super bouquin et je reste un peu baba devant une image qui me rappelle quelque chose. Puis je tourne quelques pages et j'en vois une deuxième qui me rappelle quelque chose. Et là je me dis mais c'est dingue, je les ai vues ailleurs. Et puis dans les 200 images que j'avais pu compulser, et je retrouve les mêmes vues. Et là je me dis quel est le crédit, qui a pris les images que je retrouve dans ce deuxième ouvrage? Et là, je vois un nom d'un Alsacien, le médecin du régiment. Alors ça devenait vachement intéressant, mais je me dis comment ça se fait qu'une seule et même personne peut être l'auteur de la même photo. Enfin, comment 2 personnes, peuvent être l'auteur d'une seule et même photo. Donc j'essaye encore, je creuse, et je trouve finalement encore une de ces images-là, mais créditée d'un 3e homme dans un autre ouvrage. Cet autre ouvrage-là, il n'était pas encore édité, mais il était en gestation. Et j'ai remonté jusqu'au détenteur de
ces images-là. C'était Jean-Pierre Guénaud, un des spécialistes de la guerre 14, qui a recueilli énormément de paroles de poilus. Et au final, il s'avère que la morale de cette histoire un peu longue, vous m'en excuserez, c'est que mon poilu costamoricain n'était pas l'auteur des photos. Le deuxième que j'avais trouvé n'était pas l'auteur des photos, c'était le troisième homme qui était le vicaire du régiment, qui en fin de compte était un vrai reporter de guerre, avait, comme tous ses coreligionnaires, risqué sa peau en sauvant des hommes, mais aussi en prenant des photos. Et finalement, on a réussi pendant des années à rebâtir l'histoire de notre poilu costarmoricain, à en faire profiter toute la jeunesse. Alors l'histoire, elle était belle et quelque part, elle avait son fond de vérité, puisque ce poilu-là avait vécu tous ces moments-là. Mais on a rebâti de toutes pièces une histoire qui était biaisée, parce qu'au départ, eh bien, on n'a pas été suffisamment vigilant pour authentifier la provenance des images, qui en était l'auteur et ça disait quoi. Voilà, donc pour vous dire qu'on peut être un journaliste confronté à une mauvaise information, mais c'était le cas là avec le corps enseignant, et pourtant avec des gens qui ont une très grande acuité, une grande vigilance, et quelque part, c'est la preuve que tous les jours, tout le temps, n'importe où, il peut y avoir des bêtises, et on a après tendance, quand le coup est parti, c'est compliqué de récupérer. C'est compliqué de récupérer, et quand un média dit une bêtise et que tout le monde s'est emballé en répétant la même bêtise, quand on est en train d'essayer d'expliquer que finalement non, c'était pas tout à fait ça, c'est autre chose, eh bien vous qui avez recueilli la première information avez grand-peine à croire la deuxième fois le démenti ou la nouvelle explication. Donc l'information, ça bouge, mais ça brûle aussi. C'est ça la morale de tout ça. Moi j'ai une question, mais plutôt face à l'image et au droit à l'image. Justement, on ne peut pas utiliser les images de n'importe qui. Le droit à l'image est un droit assez fin que je ne maîtrise pas sur le bout des doigts, mais je peux vous dire une chose, c'est qu'on se figure un petit peu comme si c'était un totem d'immunité. On dit « Ah, mon droit à l'image ». Jacques Higelin était très fort aussi sur scène, il en jouait, pour ceux qui ont connu Jacques Higelin, ça nous renvoie là encore à mon grand âge, mais sur scène, il jouait beaucoup de ça, il se tournait vers les photographes qui étaient souvent complices de son bon mot, il disait tu ne voleras pas mon image, il avait une gestuelle comme ça. Moi, si je viens ici et je vous prends en photo, vous n'avez que dalle à dire, je tiens à vous le dire. Voilà, donc il est peut-être temps encore sortir pour ceux qui... voilà. Mais c'est l'image, quand vous êtes dans un environnement public, quand il n'y a rien d'attentatoire, eh bien les médias peuvent produire ces images. Voilà. C'est aussi simple que ça. Il y a alors après dans les usages, il y a ce que dit le droit, et je ne vous ferai pas un cours de droit parce que je ne le maîtrise pas suffisamment, mais après il y a l'usage qu'en font les médias. Et pour revenir à peut-être ce que sous-tend votre question, il y a des médias qui ont un rapport un peu plus trash avec l'image que d'autres. Nous, on travaille dans des médias qu'on va dire un peu tempérés, et on n'a pas vocation, tu me coupes, hein, nous, on n'ira pas jeter en pâture des images sanguinolentes ou qui nous bousculent. Pas tant qu'on ne les ait pas, ces images. Malheureusement, dans nos pratiques de journalistes ordinaires, du fait divers, on en pratique régulièrement. Quand on va sur des faits divers, on assiste des fois à des scènes qui sont pas très heureuses, qui peuvent être même très dures, très choquantes, et qui véhiculent souvent énormément de souffrance. Est-ce qu'on va donner à voir toute cette souffrance-là au motif qu'on aura été le premier sur un fait divers, au motif qu'on aura eu cette image? Ben, vous figurez bien qu'avec la question telle que je vous la tourne, vous avez la réponse non. Donc on voyait du sang, quelque chose de dégradant. Il faut savoir que le droit en France est plutôt extrêmement protecteur à l'égard des populations, malgré tout. Hein. Voilà, c'est une protection qui va au-delà de la seule question de l'image. Le statut de mineur est extrêmement protecteur. Ça fait que pour des comptes rendus de tribunaux, eh bien, il arrive parfois qu'une personne condamnée pour avoir exercé des violences, des crimes sur des mineurs
des fois on ne les nomme pas, pardon. On ne les nomme pas pour que l'identité de la victime soit préservée. Voilà, il y a tout un jeu finalement de textes de loi et de postures des journaux par rapport à ça j'ai envie de vous dire que ce qui est écrit dans les journaux, en tout cas ceux qu'on pratique, et puis Kylian comme moi avons eu la chance d'avoir d'autres vies aussi et d'avoir travaillé pour d'autres journaux, ça se fait pas au doigt mouillé. Les journaux et les journalistes sont des justiciables comme les autres. Moi, si je me permets d'écrire une grosse bêtise, et en plus de livrer une photo dégradante de vous-même dans nos colonnes, bon, je vous rassure tout de suite, ça n'arrivera pas, parce que l'information, c'est une matière très dure à travailler, et c'est rarement le fruit d'un seul. Je dirais même c'est jamais, parce que ça pourrait être l'objet d'un développement entre le moment où on écrit une information, où on tourne des images, où on produit des photos, et le moment où elles sont portées à votre connaissance. Il y a toute une chaîne de production et de vigilance. Voilà, tout va très vite, on peut faire des bêtises, mais on a des intermédiaires et l'information n'est pas le fruit de francs-tireurs qui, hyper connectés, pourraient se permettre n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. On le voit, mais ce ne sont jamais des journalistes sérieux au sein de journaux sérieux qui produisent ça. Alors, là, on est plus dans la pratique des réseaux sociaux. Voilà, où on voit des gens qui sont censés représenter la profession, des fois s'affranchir de certaines règles élémentaires. Ben moi, je suis très content quand j'entends dire qu'ils se font taper sur les doigts, voire qu'ils ramassent une sacrée volée. Voilà, parce que on est aussi content quand il y a des garde-fous. Parlons de nous, donc les lecteurs, etc., le citoyen, pourquoi aime-t-on les rumeurs et pourquoi aime-t-on les fake news? Première question, et deuxième question, en face de ça, parce qu'on aime ça, la preuve c'est qu'on les relaie. Qu'est-ce que la presse ou qu'est-ce que les médias peuvent faire à l'inverse, pour contrer? Pourquoi on aime les rumeurs? Moi je sais pas, je suis pas sociologue, mais effectivement c'est l'espèce humaine, voilà, c'est ça. Alors après, et puis les rumeurs, ça date de... Enfin, il y en a toujours eu, en fait. Là, on est face à un phénomène de... avant, c'était le café du commerce, si vous voulez, où on pouvait raconter des rumeurs et raconter les cancans. Aujourd'hui, le café du commerce, c'est Twitter, c'est Facebook. Donc forcément, il y a une dimension qui est beaucoup plus importante et une puissance de diffusion des rumeurs qui est beaucoup plus forte aujourd'hui. Donc pourquoi on aime les rumeurs, je ne sais pas. Après, comment les médias traitent les rumeurs, c'est précisément en essayant de discriminer ce qu'est une rumeur d'une information. Et normalement, une rumeur, c'est une rumeur, ça ne peut pas se recouper. Ça ne peut pas se recouper, ça ne peut pas s'étayer par des faits, les 5 W. C'est difficile de les mettre, voilà, de caractériser. Normalement, ce qui caractérise une information, c'est un fait. Et un fait, on a vu que ça pouvait se diviser en plusieurs questions. Normalement, la rumeur, en règle générale, on n'a pas de source. En fait, en règle générale, il manque le qui. Il manque la notion de qui a dit ça, qui tient la vérité au départ. Ou alors c'est l'homme qui a vu l'homme. Ou alors c'est l'homme qui a vu l'homme. Après, ce qui est intéressant quand même, parce qu'on dit toujours il n'y a pas de fumée sans feu. Il ne faut pas non plus, nous dans nos métiers, qu'on se ferme totalement aux rumeurs. Parce que ça peut être aussi ce qu'on appelle les signaux faibles. On dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, donc il faut qu'on soit en capacité de l'entendre, la rumeur. Et il faut qu'on soit en capacité, le cas échéant, si c'est une rumeur qui peut donner lieu à se transformer en information, en fait, il faut qu'on soit en capacité de l'entendre et de l'analyser, et puis le cas échéant, d'essayer de savoir d'où ça vient. Parce qu'une rumeur, parfois, ça peut cacher une information, ou ça peut cacher aussi un élément de fait, ça peut être un symptôme de quelque chose. J'ai pas d'exemple là
un exemple, pourquoi vos filles trouvaient ça super sympa, le goût du sport? Mais là, je pense que c'est plus qu'un sociologue, c'est également des neurologues. En fait, il y a plein de choses. Moi, je maîtrise absolument rien de la constitution de nos cerveaux, mais on voit qu'il y a un appétit. Oui, je disais que je ne suis pas médecin, mais on va vous faire une ordonnance, hein, monsieur, il n'y a pas de souci. Je pense que ce qu'on qualifie de manière triviale de bas instincts, on les a, ces bas instincts. Ce matin, on échangeait avec des étudiants de l'ICAM, et sur cette question-là, de la rumeur, moi je vous fais une confidence. Je vous dis que Christophe est un sale type. Bon, nous on le savait déjà, on est d'accord, mais Christophe est un sale type. La tendance, vous croisez un autre collègue, et là, la tentation va être plutôt que de lui demander est-ce que Christophe est un sale type, vous allez lui dire ouais, j'ai entendu dire que Christophe est un sale type. Et là, ça y est, c'est parti mon kiki. Voilà. Alors, pour autant, comme on se dit, c'est pas le premier à nous dire que Christophe est un sale type, Kylian et ma pomme, là on se dit, ah, hein, qu'est-ce qu'on va pouvoir... tiens, Christophe, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va commencer à tourner autour de Christophe. Donc, on va aller voir des gens de son entourage. Parce que Christophe est un sale type, mais c'est pas un sale type lambda, c'est un sale type de compétition. Hein. C'est un vrai bon. Et Christophe a des responsabilités. Vis-à-vis... voilà, il a un poste très exposé, il a des responsabilités vis-à-vis de la jeunesse. C'est un sale type vis-à-vis de la jeunesse. Donc là, on va s'enseigner, hein, gentiment, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'être soi-même l'instrument de, malgré soi ou de manière complice par négligence, de cette rumeur. Donc on ne va pas aller voir les gens en leur disant « alors c'est vrai que Christophe est un sale type ». Parce que cette autre personne, plutôt que d'aller vérifier si Christophe est un sale type, elle va reproduire le système, donc ça va au carré, ça va cuber, on ne s'en sort plus. On va y aller délicatement, on va essayer de voir si Christophe, dans son exercice professionnel, dans ses relations, voilà, il a une attitude qui est à la hauteur de sa réputation. Et au bout d'un moment, on va se dire, ouais, bon, t'as su que Christophe, non seulement il est un sale type, mais c'est pas d'aujourd'hui. Et là, on commence à faire notre boulot. Et peut-être qu'un beau jour, on fera un papier en écrivant « Christophe était un sale type ». Et puis là, on va pouvoir lister les épisodes, les situations dans lesquelles il a manifesté son côté infréquentable. Voilà. C'est un peu... ça, nous, on reçoit... Alors en plus, ce qui est intéressant, c'est que là, on va se rapprocher d'échéances électorales, et puis à chaque fois qu'il y a quelque chose à gratter, ça attise les bas instincts, donc les petites envies et les grosses manipulations. Pour tout vous dire, de temps en temps, à la pause café, on se fait une petite douceur entre tous les deux, on se raconte les vacheries qui circulent sur Pierre, Paul ou Jacques, qui briquent tel ou tel mandat. Parce que, voilà, bon, entre deux cafés touillés, ça ne fait pas une information. En revanche, ce petit bruit, des fois, nous aide à faire le boulot. Mais on sait une chose, c'est que toutes les infos qui viennent à nous, sans qu'on ait eu besoin de trop gratter, c'est suspect. C'est suspect. Parce que dans le monde, il y a un tas de gens qui veulent beaucoup de bien à un tas d'autres. Et on se dit, finalement... ces amateurs de chiens écrasés là, que sont les journalistes vont apprécier qu'on leur donne un petit biscuit. Et puis finalement, bon, comme ils sont moyennement sérieux et qu'ils auront toujours plus la tentation de faire du tam-tam plutôt que d'aller produire quelque chose de tangible, ils vont balancer le truc et puis après on verra comment ils rectifieront, mais toujours est-il que monter, il en restera toujours quelque chose. Voilà, ça c'est le jeu ordinaire. Et nous, on est un petit peu câblés pour ça. Ça fait partie de nos instruments de travail, ces rumeurs. Mais ça ne fait jamais une loi. On entend, on écoute, on fait attention. Et puis, il faut savoir aussi une chose, c'est qu'on passe plus de temps à laisser tomber des sujets, des pistes, qu'à en produire. Et à la limite,
tant mieux, ça veut dire qu'on n'est pas dans une logique productiviste aveugle où finalement tout ferait une info et puis on moulinerait tout et n'importe quoi. Avec, on vous doit beaucoup de respect et puis comme accessoirement vous êtes aussi la main qui nous nourrit. Hein. Voilà, et un client satisfait est un client qui revient, un client que l'on a trompé, hein, une fois, 2 fois, après rideau. Donc nous on se sent le devoir d'être à la hauteur de vos attentes. Et puis on a bien compris que si on veut pouvoir, ce qui n'est peut-être pas forcément le cas encore, parce qu'on s'aperçoit que les plus jeunes ont des usages qui différencient très notoirement de ceux de leurs aînés. Nous, notre défi, c'est de pouvoir intéresser les lycéens d'aujourd'hui, les jeunes étudiants, et quelque part partager avec eux ce goût de l'info, hein, mais de l'info de qualité. Après, moi j'aime beaucoup vanter les joies, les mérites de notre métier, mais après, quand je suis chez mon toubib, chez mon dentiste, quand je vois certaines publications qui évoquent la dernière trahison de bidule, le cœur brisé de machin, bon, je vais pas vous dire non, loin de moi, qu'est-ce que je fais? Je regarde, je rigole 2 minutes. Bon, j'ai la chance finalement d'avoir un petit patrimoine et une éducation et puis un usage tout court dans la vie qui me fait pas prêter grande attention à ça. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez, une bonne connerie, voilà, on a tendance à y porter de l'intérêt. Mais je pense qu'il doit y avoir, je crois même, j'en suis même sûr, qu'il y a des recherches en neuro qui permettent de voir quelles parties du cerveau sont stimulées par rapport à quel type d'infos. Et je ne serais pas étonné qu'on puisse cartographier les parties bien irriguées du cerveau quand on leur sert une info un peu crapoteuse par rapport à des infos des fois un peu plus dures. On pourrait peut-être vous solliciter sur des questions, si vous avez des questions, si vous avez préparé des questions à nos intervenants. C'est le moment de prendre la parole. Il y en a souvent. Alors, comme on est justement dans l'éducation aux médias et qu'on essaie un petit peu en cours de traiter cette question-là des médias, ce qui ressort souvent, c'est que les jeunes, donc ceux qui sont ici présents et qui dorment là, Erwan, ont le sentiment d'être un peu d'être méfiants en fait. L'idée qui ressort, c'est que les médias ne nous inspirent pas confiance. L'exemple de Luc Brézac, c'est un très bon exemple. Lucas, par exemple, tu disais que tu ne faisais pas vraiment confiance. On lisait dans Ouest France que tout était sous contrôle, qu'il n'y avait pas de danger pour la population, et c'était des propos de la préfecture qui étaient reportés. Et les étudiants étaient plus en attente. Enfin, voilà, il y avait cette idée qu'on ne nous dit pas tout, on nous cache quelque chose. C'est un peu les théories complotistes qui sont plus attentifs aux théories du complot plutôt qu'à ce qui s'écrit dans les médias. Alors il y a la question du support aussi. Quand on leur propose de lire les journaux qui sont livrés gratuitement en fait au lycée ou à l'école, c'est oh non, c'est trop grand. Donc ça c'est Tiffen qui dit que le journal c'est trop long à lire. Donc ils vont s'informer sur les réseaux sociaux, sur le format smartphone. Et comme vous le disiez, sur le smartphone, parfois on peut dire qu'il n'y a pas exactement le même contenu. Donc voilà, il y a la question de la méfiance, le support. Et troisième question, on a travaillé sur les lanceurs d'alerte. Et quand vous disiez qu'il fallait au moins 3 sources pour pouvoir vérifier une information, qu'est-ce qu'on fait des lanceurs d'alerte? Vous avez parlé de Irène Frachon et du Mediator. Ah oui, vas-y, c'est déjà 3 super bonnes questions. Ouais. Mais c'est les questions dont chacun de gardez-les, ces étudiants-là. Alors, sur la question des lanceurs d'alerte, c'est une vraie question, ça, super intéressant. Parce qu'effectivement, à la base, s'il y a un lanceur d'alerte, on ne peut pas recouper auprès de 3 sources. Enfin, c'est classique. Donc, dans ces cas-là, ce que nous on fait, parce que même au niveau local, ça peut arriver d'avoir en fait des lanceurs d'alerte. Je veux dire,
On a le cas sur, moi j'édite aussi un mensuel à Rennes, on a Langouette, la petite commune de Langouette où le maire vient de prendre un arrêté anti-pesticides. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça là, mais typiquement c'est un peu ce rôle-là. Donc dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait venir le lanceur d'alerte, parce qu'un lanceur d'alerte, il est, en règle générale, il a une information à communiquer, mais il a aussi souvent de la documentation à fournir. Snowden, il est arrivé, il avait des centaines de milliers de fichiers avec lui. Donc l'idée, c'est d'abord de travailler sur la matière que le lanceur d'alerte va apporter, et après de s'autosaisir et de nous-mêmes faire les vérifications en partant des documents. C'est-à-dire qu'on va aller chercher dans l'alerte, par exemple, prenons le cas du Mediator, Frachon. En plus, c'est une Bretonne, oui, c'est une Brestoise. C'est la première médecin à dire, attendez, on a un médicament qui s'appelle le Mediator, qui est en train de causer des morts. C'est ça son alerte. Et en fait, le boulot ensuite des journalistes qui l'ont accompagné dans sa démarche d'alerte de l'opinion publique a été avec elle d'aller vérifier scientifiquement si ce qu'elle disait était vrai, et se vérifier à travers un certain nombre d'analyses, un certain nombre, là pour le coup, de faits, quoi. Donc on doit accompagner le lanceur d'alerte et vérifier, mais là sur la base de faits et non plus de sources, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est en capacité de vérifier que ce qui est dit, Servier, voilà, le Mediator a tué une telle, elle avait tel problème au cœur. On va vérifier si cette dame est bien morte de tel problème au cœur et qu'elle prenait bien le Mediator. Puis après, on va prendre un deuxième cas, puis un troisième cas. Puis là, c'est au bout d'un certain nombre de cas, on se dit, ouais, il y a quand même une répétition qui fait une information. Et justement, et là, par rapport à l'instantanéité de l'époque, les attentes et les dangers, là, on a le parfait contre-exemple. Là, pour nous, on a un lanceur d'alerte qui se tourne vers nous. Le lanceur d'alerte, il sait, ou en tout cas il devine que c'est pas parce qu'on l'aura vu, qu'il nous aura rencontré, qu'on va le produire dans l'édition du soir, du lendemain. Là, c'est à partir de là que commence le match pour nous. Lui, quelque part, il a fini le sien. Même si après, il va falloir qu'on l'entoure d'un tas de précautions, puisque souvent un lanceur d'alerte s'expose. Mais nous, on est au début de la quête d'informations, donc on va recueillir tous les documents, on va les éplucher, on va les passer au tamis, au scan, ça va prendre du temps, parce que aujourd'hui, tout le monde n'est pas lanceur d'alerte. En revanche, tout le monde a un avis sur un tas de choses et tout le monde a peut-être envie de vouloir balancer des infos à gauche, à droite. Et on peut même avoir des gens dont c'est le métier de distiller des bêtises. Alors, les groupes de pression, les lobbies et autres. Donc, nous, à nous de passer finalement par un tas d'étapes de vérification, et c'est un travail de bénédictin. C'est du temps, c'est de la rigueur. Et au final, quand on est en passe de produire l'info parce qu'on a vérifié au maximum de nos possibilités, là après il faut du courage. De la même façon que le lanceur d'alerte a eu du courage en venant nous solliciter, souvent le lanceur d'alerte, quand il sollicite un média, c'est qu'il a déjà un a priori de grande confiance. Voilà, on ne va pas voir un média comme on irait faire ses courses dans n'importe quel GMS au motif que on est dans une GMS, on va trouver ce qu'on attend. Souvent, on choisit son média parce qu'on se dit que ça va donner corps et ça va être du boulot sérieux. Voilà. Après, ça rejoint, donc sur le lanceur d'alerte, je ne sais pas si ça va la réponse. Après, ça rejoint la notion de gratuité que vous aviez soulevée sur la notion de gratuité. Vous disiez oui, il y a la presse gratuite, elle n'est pas forcément... Moi, je vous le dis clairement, méfiez-vous de la gratuité. Hein. En règle générale, ce qui est gratuit, c'est pas forcément de la bonne qualité. Le travail qu'on mène, là, par exemple, avec les lanceurs d'alerte, le temps que ça va prendre d'aller bosser avec eux pour sortir l'affaire Servier, par exemple, c'est des mois, voire des années de boulot. Et c'est pas fait par des médias qui sont gratuits parce que c'est des médias qui n'auront pas les moyens de payer les journalistes pour justement faire de l'investigation. Aujourd'hui en France, vous avez des médias d'investigation, c'est des médias qui sont payants. Mediapart
vous ne le trouverez pas en libre accès sur Facebook. Alors, on aime ou on n'aime pas Mediapart, n'empêche qu'ils font des vraies enquêtes. Et ils vont vraiment sortir des infos. Mais ça, c'est du payant. Le Canard enchaîné, ils sortent des infos. Ils ont sorti l'affaire Fillon pendant la dernière présidentielle en 2017. C'est payant. Le Canard enchaîné, vous ne le trouvez même pas sur Internet. Donc on voit bien qu'il y a un distinguo aussi à faire entre... méfiez-vous de la gratuité. Et pour boucler avec la première question qui est plutôt sur le complotisme, moi je comprends parfaitement la notion de méfiance et je la comprends, et je pense qu'à la limite c'est plutôt un bienfait d'être méfiant, parce que la méfiance suscite la vigilance en qualité de lecteur. Maintenant, de toute façon, il faut partir du principe que vous êtes des citoyens et qu'un bon citoyen a un sens critique. Vous devez être par vous-même et pas attendre que ça arrive par vos filtres Facebook, être en capacité de poser une analyse par vous-même très rapidement sur telle ou telle information est en train de survenir, quel niveau d'information et quel niveau de fiabilité je peux avoir au moment donné. Encore une fois, sur Lubrizol, l'incendie à Rouen la semaine dernière, dans les premières heures, je pense que personne n'était en capacité de savoir réellement la gravité de la situation. Voilà. Et c'est pas parce que le préfet ou parce que le ministre de l'Intérieur, 4 heures après les faits, parce qu'en fait, il faut savoir, c'est qu'ils sont ultra sollicités par les médias. Enfin, je veux dire, l'incendie, je crois, doit commencer vers 3h30 du matin, ou dans la nuit, enfin, c'est en pleine nuit. À 7h, à 6h, vous avez les matinales, donc les radios, toutes les chaînes d'information continue qui commencent. Donc les mecs se lèvent, les confrères se lèvent le matin, il est 4h du matin, ils regardent leur dépêche AFP, ils voient qu'il y a un incendie qui est en cours, incendie a priori majeur, on est sur une zone habitée, on est sur un site classé CVSO2, donc ça on se dit, bon bah ça va venir faire la matinale, donc on va le mettre dans le journal du matin. À partir de là, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien ils vont appeler le ministère de l'Intérieur, ils vont appeler la préfecture de la... Seine-Maritime, la préfecture Seine-Maritime, ils vont appeler les pompiers, ils vont appeler la police, etc. Tous ces gens-là vont être super sollicités par tous les matinaliers qui vont commencer à faire leur boulot. Ils vont avoir aussi, eux, une pression pour communiquer. Donc après, c'est là où intervient l'intelligence aussi des responsables publics. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je dis? Est-ce que je parle pas du tout? Le ministre, s'il est sollicité alors qu'il y a un incendie qui est en cours et qui dit « Ah bah non, je préfère pas parler maintenant », ça, il peut s'exposer aussi à un certain nombre de critiques. Donc il va parler, le ministre. Il va parler parce qu'il a une telle pression qu'il doit parler. Maintenant, c'est à lui, effectivement, de mettre, on va dire, le curseur sur les éléments de discours qu'il va donner. Mais après, un ministre, c'est un homme ou un préfet, ou ça peut être aussi un responsable des services de secours, c'est un homme comme un autre. Il peut choisir un mot à la place de tel autre, il peut avoir une formule malheureuse, il peut en dire trop, etc. Donc, il va dire quelque chose. Là, en l'occurrence, sur le Lubrizol, il va dire qu'il n'y a pas de toxicité aiguë. Je crois que c'est l'une des premières choses qui est sortie par la bouche du préfet. Dès le matin, pas de toxicité aiguë. Et c'est ce qui fait débat aujourd'hui. Pas de toxicité aiguë, mais alors, ça veut dire qu'il y a de la toxicité. Mais ça veut dire quoi s'il y a de la toxicité? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Etc. Donc là, je pense qu'il a eu peut-être une formule un peu malheureuse. Il en a trop dit ou pas assez dit. En tout cas, il l'a dit trop vite. Ça, c'est clair. Tout ça pour dire que vous, derrière, encore une fois, en qualité de public, enfin, nous aussi, parce que moi, je l'apprends à la radio, comme tout le monde, l'histoire de Lubrizol. Je veux dire, il faut avoir un esprit critique. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir par vous-même à l'information que vous recevez. Voilà. Donc, on en revient toujours à ce que je disais dès le départ. C'est quoi la source? C'est quoi le média qui vous donne l'info? Est-ce que c'est un média crédible, pas crédible? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que voilà? Je recoupe, tac, 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 et après je réfléchis. Alors attends, je voudrais savoir si c'est dangereux ou pas ce qui se passe à Lubrizol. Il est 8h du matin, l'incendie s'est déclaré il y a 3 heures. Bon bah, dans ces cas-là, il faut prendre son mal en patience. Voilà. Alors, nous là, c'est relativement simple de dire ça, parce qu'on n'était pas sous le nuage. On n'habite pas à Rouen. Après, la difficulté, c'est pour les populations qui sont directement en prise avec le fait.
là c'est compliqué. Il y a eu des précédents, parce qu'en 86, il y avait Tchernobyl, et dans la mémoire de vos parents, parce que vous n'étiez pas nés, on avait expliqué en 86 que les nuages s'étaient arrêtés à la frontière des Ardennes. Voilà, et qu'au final, tout ce qui pouvait être radioactif et vilain pour la santé restait partout en Europe, mais s'arrêtait à les frontières. Ça a quand même énormément marqué l'inconscient collectif, et même plus que l'inconscient. C'est aussi des premiers accidents majeurs, industriels majeurs, et donc c'est plutôt non pas une bonne chose que ce drame ait eu lieu, en revanche c'est une bonne chose qu'il en reste quelque chose dans la tête des gens en se disant, à l'époque, les médias se sont trompés, ont été trompés, évitons de nous faire avoir une deuxième fois. Après, je pense que le très grand danger, et c'est aussi pour ça que nous, on vient vous porter une petite parole, déjà pour vous, parce qu'on est content de partager nos métiers, mais on a aussi envie de partager un goût de l'info et envie d'allumer une petite lumière citoyenne chez vous. On voit très bien que vos générations, on développe de nouveaux appétits, de nouveaux goûts. Et ce n'est pas parce que les médias historiques étaient des médias qui étaient attachés au papier et qui sont aujourd'hui en train d'opérer leur mue vers d'autres supports que ces médias doivent être jugés has-been, out. Là, je vous dis ça pas pour faire des plaidoyers pro-domo, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les médias sérieux sont les médias vieillots papier. Ce sont des médias qui, en plus du papier, proposent une info multimédia et ont des chaînes. Voilà. Et aujourd'hui, tous ces médias, tous ces supports, à vous de trouver la porte d'entrée que vous trouvez la plus adaptée à vos habitudes, à vos envies, à vos appétits. Ça peut être que du net, ça peut être que du téléphone. Il faut savoir que, je vous le dis, c'est une statistique, le Télégramme a des éditions papier, a un site extrêmement développé. 80% des usages multimédia de la part de nos clients, c'est par ceci. Il faut le savoir. Donc ça montre bien que finalement, peut-être que déjà il vous est arrivé de consommer des informations qui étaient sur notre support, vous n'avez pas été vigilant sur la source, mais aujourd'hui, il n'y a pas un seul média qui snobe en quelque sorte les nouveaux outils et qui ira snobber la jeunesse que vous représentez. Ce serait suicidaire économiquement, ça n'a pas de sens, et nous on a très envie que ça se perpétue, mais on a surtout très envie que le degré de vigilance naturel ne se commue pas en degré de défiance et qui vous amènerait finalement à vous couper des vraies sources d'informations. Vous auriez un réflexe défensif en vous disant tout ça, c'est du blabla, on nous raconte n'importe quoi. En plus de ça, on a Trump, qui est quand même le président de la plus grande puissance mondiale, qui est le premier producteur de fake news au monde, ou presque, hein, j'exagère à peine. Donc c'est vrai que ça vient naturellement entretenir une forme peut-être de rejet, limite de dégoût, hein. Mais faites-vous cette petite violence-là de goûter à l'info en passant par tous les médias sérieux, et vous allez voir, moi je vous mets au défi, parce qu'on a été, ça paraît difficile à croire, mais on a aussi été jeunes, hein, et on n'a pas toujours été férus d'infos comme on l'est aujourd'hui. En revanche, en y goûtant un petit peu, on a fini par tomber dedans. Et moi je suis persuadé que si vous prenez la peine de choisir les médias qui vous correspondent le mieux, vous allez vraiment vous faire quelque part une espèce de passeport pour la vie de demain, votre vie professionnelle. Vous allez pouvoir développer une vigilance, une acuité, un sens, un esprit critique qui vous servira toujours. Et puis dans votre vie d'homme de demain, voilà, d'homme, j'entends le genre humain, hein, parce que je ne suis pas en train de séparer l'homme et la femme, on est bien d'accord. Mais vous voyez, ça paraît des grandes phrases, des grands mots, mais on est quand même au cœur de quelque chose de précieux, et puis on est surtout au cœur d'une démocratie qui a la chance de pouvoir porter ces débats-là avec vous. On a du bol, et entretenons ce bol-là, et puis attendez de nous qu'on soit meilleurs. Mettez-nous une pression de dingue, ça on le vivra plutôt pas mal. Enfin non, on dormira moins, mais vaut mieux avoir des clients exigeants plutôt que de prêcher dans le désert. Voilà. Est-ce que sur le métier
médias, le lecteur smartphone, est-ce qu'il retrouve le même contenu pour le mensuel et le télégramme que sur le format papier? Eh bien, Ah non, c'est non. Mais alors, c'est mort. Il faut oublier. Et donc c'était bien l'argument la dernière fois, c'était lisez les journaux, prenez le format papier. Ah mais non, mais on trouve tout sur le smartphone. Oui, tout à fait, mais c'est vrai. Mais c'est pas la même. C'est la même contenu. Si, c'est les mêmes contenus. C'est payant. Non mais eux, ils ont. Alors, je vais apporter une petite nuance. On est à un carrefour. Aujourd'hui, l'information. Oui, voilà, on est à un carrefour. L'information, aujourd'hui, on ne la traite pas tout à fait de la même façon, et de moins en moins, et ça va être encore plus marqué demain, même si je ne suis pas grand clair, hein, je ne vis pas dans une boule de cristal, mais on sait que le support conditionne le mode de traitement. Aujourd'hui, quand vous un papier même court sur le web ne peut pas s'envisager sans avoir un relais avec des images, de la vidéo. Un papier même de 1500 signes, hein, qui est un format court, eh bien nous, on va le produire sur le papier, il aura une image, il n'y aura peut-être pas d'image. Déjà sur le web, vous allez avoir plusieurs images. Sur le web, vous allez avoir des liens hypertextes qui vont renvoyer vers d'autres papiers qui traitaient du même sujet ou qui permettent d'étendre la connaissance sur le sujet. On propose maintenant, ça devient une pratique, la norme, un bouquet d'articles à chaque fois. C'est-à-dire que vous rentrez par une porte, et puis pour ceux qui en veulent plus, eh ben on est capable de vous en donner à satiété. Ça, c'est le parti pris. Après, il faut savoir que déjà techniquement, là, je ne suis pas médecin, je me répète, mais la façon de lire un ouvrage, un journal, sera très distincte de la façon de lire sur son smartphone. Donc à partir de là, on va avoir un mode d'écriture et on va générer de nouvelles habitudes, de nouveaux types qui vont faciliter la notion de confort. Et vous allez voir au fil des mois, au fil des ans, là on propose déjà à tous nos internautes sur notre site internet des papiers qui ne seront pas imprimés, qui ne seront jamais imprimés. On est en train de changer la narration des papiers parce qu'on n'attend plus tout à fait la même chose sur un support ou sur l'autre, même s'il y a encore une base, un fond de tarte encore très commun. Mais c'est en train de changer, de muter, parce que la technologie change. À la base, il n'y a pas quelqu'un de devin là, qui s'est dit « Tiens, ce matin, on va faire les choses comme ci, on va le danser comme ça ». Ça ne marche pas comme ça. C'est que la technologie ouvre de nouvelles perspectives, et donc à nous, comme en fait, ce qui est intangible, c'est la question de l'information. Voilà. Après, on a de nouvelles écritures, et je pense, là, je m'avance un petit chouïa, mais il est probable ou possible que dans quelques années, dans quelques dizaines d'années, ce que vous retrouverez écrit sur le papier seront sans doute des formats complètement différents d'aujourd'hui, avec des formats probablement plus longs, avec des temps d'enquête, d'écriture au très long cours, alors qu'aujourd'hui on est encore dans l'hybride, on cherche à être un peu long, mais un peu très court aussi, parce que les temps de lecture sur le papier ont diminué. Donc on est dans l'entre-deux. Cet entre-deux, là, il ne va pas durer 107 ans. Un beau jour, eh bien, on aura des gens qui vont consommer l'info sur papier et sur multimédia. Il ne faut pas les opposer. Hein. En fait, nos lecteurs, on a des statistiques qui sont extrêmement puissantes et qui montrent qu'un lecteur du papier est aussi un lecteur du site internet. Parce qu'on n'y trouve pas tout à fait la même chose et parce que ça ouvre de nouveaux développements. Et puis, aujourd'hui, vous lisez votre journal à un certain moment de la journée, vous lisez votre smartphone à tout bout de champ. Non, j'ai juste une question, une remarque par rapport à ce que là. C'est qu'en fait, les étudiants ou les lycéens ont accès à des journaux papier, souvent gratuits. Ici, par exemple, on a à montrer, mais ils n'ont pas accès au site gratuitement. Alors qu'en fait, au niveau des usages, les étudiants et les lycéens, ils utilisent d'abord Internet. Et donc c'est là où il y a peut-être une question. On ne va pas s'éterniser, mais juste parce que vous mettez le doigt sur quelque chose de très intéressant. À l'orée des années 2000, il y a eu un pressentiment d'un énorme tremblement. Les médias historiques, le vieux monde du papier se dit le multimédia arrive, l'internet, on va être rapidement has-been si on continue à proposer à la vente nos supports papier. Et puis surtout, beaucoup d'entreprises de presse
se sont dit, de toute façon, on va avoir de nouvelles ressources qui vont être générées par le multimédia. Je vais être plus clair, on va avoir de la publicité, des bannières, des encarts sur nos sites internet qui vont permettre de nous apporter de l'argent qui nous permettra de payer des gens qui vont créer de l'information. Voilà. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, souvent, la technologie va plus vite que certaines habitudes, il faut le temps. Et il s'est passé plusieurs années avant que les rentrées publicitaires, entre autres, commencent à arriver. Et ces rentrées publicitaires, aujourd'hui, elles ne sont pas tout à fait à la hauteur des attentes. Et ces médias-là se sont retrouvés avec, quelque part, ils ont précipité leurs difficultés économiques parce qu'ils se sont dit, on va se dépêcher de mettre gratuitement dans les pattes des plus jeunes un journal qui va leur coûter 0 copec. Ils vont s'habituer à nous lire et comme ça, après, ils vont basculer sur le multimédia. Déjà, on était dans le... en fait, c'était une erreur stratégique. Alors après, peut-être que... quand ils vont s'abonner, parce qu'en fait, si on a un échange aussi où en leur disant soyez vigilants, la bonne info, c'est le pari d'un certain nombre de journaux maintenant. Eh bien, c'est une info que vous achèterez. Alors, il faut savoir qu'il y a des passerelles, c'est-à-dire que quand vous accédez à nos journaux, vous avez un certain nombre de papiers qui sont gratuits, qui font office en quelque sorte essayer pour voir si ça vous va. Et à partir de là, se sont générées ou non de nouvelles habitudes. Mais dans ce que vous soulevez, il y a toute la problématique de notre époque. Comment est-ce qu'on va commuer une génération qui était une consommatrice payante d'informations avec une génération qui, en fait, sera peut-être digital native, mais pense comme une incongruité le fait de devoir acheter une info, parce que depuis qu'ils sont leur plus jeune âge, c'est dans leur patrimoine et c'est gratuit. Et c'est là où, pour nos entreprises, nous, et pour nos métiers, il y a un sacré défi à relever. Donc notre défi, on va le relever en essayant d'être mieux-disant. Mais moi, je ne vous dis pas qu'on partira en retraite ensemble et qu'on s'en sera mis plein les poches. Je pense que ça va être chaud. Hein. Mais ceci étant, c'est un beau défi. Ça existe. Alors, je vous invite, parce que c'est un sujet qui porte à discussion. Arnaud et l'équipe sont encore présents, ceux qui souhaitent échanger sur le sujet, notamment du coût de l'information, la gratuité, pourquoi pas après la conférence. On va conclure maintenant. Je voudrais que l'on remercie nos intervenants cet après-midi pour ces échanges, pour ces propos. Merci à Arnaud, merci à Kylian, merci à Chloé d'avoir participé. C'est vraiment une première. L'idée vraiment de ces journées, c'est vraiment de tester et surtout de le rejouer à un moment dans l'année. Voilà. En tout cas, merci à eux.